Je m'appelle Tania, j'ai 34 ans et aujourd'hui j'ai témoigné avec grand plaisir bien sûr, dans le cadre de ce qui m'est arrivé, dans le cadre que j'ai été victime de le proxénétisme. Et à travers cette interview, je voulais raconter mon histoire et donner un courage à toutes les filles qui sont victimes de s'en sortir et à toutes les filles qui sont dans le métier de la prostitution, de lui dire de ne pas avoir la honte de ce que vous faites, de ne pas avoir la gêne de dire ce que vous faites. Et de dire à tous les gens qui vont regarder cette interview qu'il faut arrêter de juger. Il faut simplement arrêter de juger parce que c'est bien de juger, mais vous ne savez pas les raisons, vous ne savez pas la vie de la personne, vous ne savez pas qu'est-ce qu'elle traverse. Vous ne savez pas que peut-être une fille qui travaille, elle a son enfant qui est malade à la maison, il a besoin de l'argent et ça c'est son seul moyen de le sauver. Et de toute façon, il ne faut même pas donner des explications pourquoi, c'est un choix. Et je trouve que tout le monde, ils doivent respecter ce choix, cette fille qu'ils ont décidé de travailler dans ce domaine. Les premières années de ma vie, en fait, j'ai grandi dans une famille qui était avec plein de l'amour, plein de gentillesse, assez bien éduqué. Mon père il travaillait dans la Croix-Rouge, ma maman elle avait son propre business. Ils s'aimaient énormément, j'avais une enfance assez heureuse avec tous les moyens qu'on avait. Jusqu'au jour qu'en 99, j'avais l'âge de 11 ans, mon papa est décédé dans un gros accident de voiture. Et la matin il est parti et la soirée il n'a plus retourné. Et depuis ce jour-là, toute ma vie elle était changée. Parce que ma maman elle a commencé de boire beaucoup, elle a très mal vécu le décès de mon père. Et en fait, depuis mon âge 11 ans, je suis devenue un chef de famille. Je m'occupais de ma mère, j'ai essayé de la sortir plusieurs fois d'arrêter de boire, j'ai essayé de chercher des aides, on avait beaucoup de bagarres, des disputes, etc. Mais malheureusement, je n'ai pas réussi. Alors, depuis mon âge de 14 ans, j'ai commencé à travailler pour que je puisse gagner de l'argent et nourrir la famille et aussi faire mes études. J'ai travaillé à la mer, j'ai travaillé, parce que comme petite, j'ai travaillé beaucoup avec la Croix-Rouge de Genève, je m'occupais des enfants qui ont avec des différents handicaps. J'ai fait la natation au haut niveau, alors je travaille comme sauveteur, également je travaille comme réceptionniste. Responsable de tous les sports nautiques extrêmes. J'ai fait plusieurs championnats aussi de jet ski. Et puis, grâce à la Croix-Rouge, j'ai terminé le lycée allemand privé en Bulgarie comme une école secondaire avec les plus gros moyens de notes. Mais malheureusement, comme je dis, ma maman elle est plongée plus en plus dans les boissons. Et un jour, elle a rencontré un pervers narcissique, un monteur qui boivait du matin au soir aussi. Alors à la maison, ça a été devenu un enfer, dans le sens que le matin à 7 h, il commençait avec la bière et terminait avec 3-4 bouteilles et morborait tous les deux. Pendant que moi je devais faire mes études, en même temps la nuit je travaillais dans une discothèque comme un barmaid. En fait je dormais quasiment pas, je travaillais jusqu'à 5 h du matin, puis je rentrais, je me changeais, j'étais à l'école, je retournais, j'étudiais. Mais entre-temps à la maison c'était la galère, il a battu, il y avait de violence. Jusqu'au jour qu'il a tiré avec le flingue et il y avait un balle qui est traversé, heureusement, sa tête, mais quand même la crainte est un petit peu ouverte. Et là, je me dis que je ne peux plus.
je ne pouvais plus résister à toute cette scène et je ne pouvais rien faire contre parce que toute la famille, depuis le décès à mon père, chacun a pris son côté. Il n'y avait plus l'intérêt d'être avec nous parce que mon papa il faisait énormément pour tout le monde, mais le jour quand il est parti, apparemment, vu que les gens n'ont plus d'intérêt, ils n'ont plus besoin de nous aider avec quoi que ce soit, alors on n'était que moi et ma mère. Et là, je me dis que je ne peux plus et j'aimerais bien quitter la maison, quitter le pays, recommencer une nouvelle vie. Et justement, à ce moment-là, j'ai rencontré, dans la boîte où j'ai travaillé, j'ai rencontré un gars qui était assez sympa, assez charmant, qui commençait à voir que je suis fragile, que j'ai envie de partir, et commençait à me vendre du rêve. Dans le sens qu'au départ, on sortait, on mangeait, tout était bien. Il me dit oui, on peut avoir une belle maison, on peut avoir une belle vie, parce que moi je voulais faire l'université en étranger, terminer droit. Il me dit tu peux faire tes études, on va avoir toutes les possibilités. Il faut savoir que j'ai aussi d'avoir encore une aide de la Croix-Rouge pour mes études universitaires. Et continuer de les faire, mais vu que j'étais amoureuse de ce type-là, il a tellement bien changé mon esprit dans ma fragilité, j'ai cassé la lettre et j'ai refusé la aide. J'ai dit je vais le faire toute seule. Et là, je me souviens, un jour on était sortis avec la voiture, on était allé boire un café, et sur la route il m'a dit et pourquoi pas tu ne commences pas de travailler dans le milieu de prostitution. Aujourd'hui, avec un gros recul, j'ai réfléchi, je me dis, mais comment j'ai accepté ça? Dans le sens que c'est un métier comme tous les autres, mais je n'avais pas besoin de faire ça, parce qu'en fait, dans la boîte, j'ai gagné assez bien l'argent. Comme barmaid, on avait beaucoup de pouvoir, il y avait beaucoup de touristes. À la mer, j'ai gagné assez bien pour un pays comme Bulgarie qui est assez pauvre. J'ai gagné 2 fois le salaire à une personne normale. J'avais ma voiture, j'avais mes vêtements, j'avais absolument tout. On habitait quand même dans la maison que mes parents ils ont fait. Et je lui ai dit comment ça, mais on va commencer à travailler un petit peu ici à Sofia pour qu'on puisse mettre l'argent sur le côté. Après ça, on ira en étranger parce que là, il y a beaucoup plus de moyens, il y a beaucoup plus de l'argent. On a, moi, par exemple, on peut gagner 10-20 000 euros, comme ça tu peux faire tes études dans le même temps que tu travailles, on construira une maison, etc. Moi aussi, je vais travailler, bien sûr. Il dit qu'il va travailler, il faut savoir qu'il n'a jamais travaillé dans sa vie. Et utiliser toujours les filles qui sont un petit peu plus fragiles pour qu'ils travaillent pour lui. Et là, je dis, ok, ça va. Alors à ce moment-là, j'ai commencé à travailler en Bulgarie. Je me souviens la première fois quand il m'a ramené, c'était une maison qui faisait du escort. On sortait avec les clients dans les hôtels, dans la maison. Et il y avait des chambres dans la maison elle-même. Je me souviens pour la première fois, j'avais l'impression que je suis dans un film. En fait, je me rendais compte de ça, qu'est-ce qui se passe, mais dans le même temps, c'est comme quand tu es hypnotisé, en fait, la seule chose à laquelle je pense, c'est ça, qu'est-ce qu'il m'a dit, on va faire notre vie, on va avoir la maison, tu vas terminer tes études, surtout mes études, et surtout l'effet que je quitterai la maison et que je ne serai plus dans cet enfer. Dès là, j'ai commencé à travailler en Bulgarie pendant un moment, mais vu que j'étais quelqu'un d'assez connu, il y avait souvent des croisements avec des amis à mes cousins, avec des amis à mon père, et tout ça. J'ai commencé à avoir peur parce que j'étais gênée de ça, qu'est-ce que je fais, parce qu'en Bulgarie, c'est pas du tout bien vu. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on a commencé à mettre l'argent sur le côté, mais tout l'argent, c'est lui qui prenait sur lui. J'avais le droit à 2 petites robes, mais jusque-là, il était gentil.
Mais il faisait pas grand-chose pour moi. Il mettait l'argent sur le côté. Et là, je lui ai dit, écoute, parce qu'il y avait un gros contrôle de la police Sofia dans tous les bars et dans tous les établissements. Et là, en fait, ils ont parlé aussi de nous choper parce qu'on a fermé les lumières. En fait, il faut savoir qu'en Bulgarie, avec la corruption et tout ça, il y a des connexions entre la police, les macros, etc. En fait, les gars qui tenaient l'établissement, ils étaient prévenus au dernier moment qu'il y a des contrôles partout. Alors on a éteint les lumières, on a fermé la porte, la police elle a monté, ils ont commencé à taper sur la porte, mais c'était quand même une grosse porte, ils ont pas réussi à l'ouvrir. Et là je me dis non, non parce que on ne peut pas continuer à Sofia parce que mon père avait des connexions dans la police, beaucoup de ses amis ils étaient des inspecteurs, commissaires, etc. Je dis si quelqu'un me chope, non. Et là je lui ai dit écoute, il faut qu'on fasse quelque chose et il faut qu'on parle. Entre-temps, si mes souvenirs sont bons, pendant que j'étais un soir au travail, lui est sorti avec un fille. Et j'ai chopé dans son téléphone certains messages qui sortaient avec une autre fille. Là, j'ai fait le premier scandale pour lui dire qu'est-ce que tu fais, etc. C'est qui cette fille-là, etc. Et là, c'était la première fois qu'il m'a frappé. Il a pété les câbles dans la voiture, il m'a bien frappé, avec des coups de poing, il m'a dit tu la fermes, de toute façon t'as rien à dire, c'est une fille, j'aimerais bien qu'elle commence à travailler ensemble avec nous et pourquoi pas venir en étranger avec nous, comme ça on gagne plus d'argent, plus vite, je vais faire semblant que je suis son petit copain, etc. etc. Moi là j'étais un petit peu à la limite et je dis non. Je ne veux pas que tu es avec un autre fille, ça c'est hors de question. Tu vas pas coucher avec elle, avec moi et faire semblant que tout va bien. Oui, regarde mes amis, souvent il m'a raconté avec ses potes qu'il y avait des filles, comment ils ont bien avec leurs grosses voitures, etc. etc. Et j'étais lancée déjà dans le truc, là il commençait de me faire peur aussi avec les menaces, qui va me tuer, qui va m'égorger, etc. Qui va aller dire à ma mère qu'est-ce qui se passe, ou qui va la faire mal à elle. Bon bref, et là on a décidé de partir en Allemagne. On a décidé de partir en Allemagne pour que je puisse faire l'université, pour qu'on puisse travailler. Mais en fait on s'est rendu compte qu'on arrivait en Allemagne, c'était à Köln, à Cologne. Quand on était rentré dans la chambre, c'était un ami à lui qui lui a fait la connexion pour aller dans cet appartement où j'ai pu travailler, etc. En fait, quand on est rentré dans l'appartement, on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui se passe et qui n'est pas bien parce qu'il y avait du sang partout, il y avait des taches de cheveux, plein de trucs. Et là, on a sorti simplement, on a pris nos affaires et on était allé dans le premier hôtel, on s'est barrés tous les deux. Le grand matron a eu peur aussi, parce que je pense qu'il y avait quelque chose qui se passe, je ne sais pas exactement quoi. Alors, on n'est resté pas plus que 6 jours en Allemagne, vu qu'on n'avait pas vraiment beaucoup d'argent, le travail, ça n'a pas été, etc. J'ai travaillé pendant 4 jours dans un pouf, je pense que c'est. Non, c'était les Eros, pardon. Les Eros, mais le travail, c'était pas ça. Alors, on a rentré en Bulgarie. Et là, j'ai pris contact avec des gens en Grèce. Et il m'a dit qu'il faut que je parte en Grèce, mais lui, il ne peut pas venir. Parce qu'en Grèce, la loi est différente, parce qu'il ne faut pas les voir, parce que les clients, c'est un petit village en fait, et les clients, s'ils nous voient ensemble, ils ne vont pas venir vers moi, etc. etc. Moi, là, dans ce moment-là, en fait, j'étais d'un côté amoureuse de lui. De l'autre côté, je me dis, qu'est-ce que tu fais? En fait, il y avait plein d'émotions dans ma tête. Et aujourd'hui, avec le recul, je me demande si... Je ne suis pas sûre parce que je n'ai pas les preuves, mais je me demande si peut-être il ne me mettait pas des choses fort probables dans ma nourriture ou dans mes verres, parce que
j'avais l'impression que j'étais dans un 3D dimension en fait, dans l'autre espace. Je sais pas, je ne comprends pas comment ça s'est passé tout ça. Oui, j'étais très bien consciente de qu'est-ce que je fais. Je ne dis pas que je n'étais pas consciente de qu'est-ce que je fais, mais comment j'étais capable d'accepter, parce qu'il faut savoir que j'ai été frappée encore quelques fois depuis la fois dans la voiture. Quand j'ai... En Bulgarie, déjà, quand je travaillais, il m'a frappé encore une fois parce que il n'y avait pas assez d'argent, je ne travaillais pas bien. Il commençait de me parler de certains extras que je pouvais faire pour gagner un petit peu plus de l'argent. Ça, pour moi, c'était hors de question. C'était non. Parce que déjà, j'avais très peur de la maladie, j'avais très peur d'échapper quoi que ce soit, et je ne voulais pas faire des choses avec des gens à aucun prix qu'ils n'ont pas propre. Alors de là, ça a commencé le bordel. D'un côté, il faisait son super gros jaloux quand je sortais avec les clients. Je me souviens, le premier jour, quand je commençais à travailler, il est venu me chercher le matin, il pleurait dans la voiture. Je lui ai dit, qu'est-ce que t'as? Oui, ça me fait mal au cœur que tu sors avec les autres hommes, et chic, et tchac. 3 jours plus tard, il m'a frappé par jalousie parce que je sortais avec les clients. Je lui ai dit, mais attends, on s'est mis d'accord, c'était entre guillemets, c'est toi qui me dis de faire ça, alors c'est quoi cette jalousie en fait? Oui, mais moi je t'aime. En fait, il y avait plein des émotions, plein de choses qui se passaient. Bon, bref, on a pris la décision que je pars en Grèce. Je suis partie en Grèce. Déjà là, c'était beaucoup. Je me sentais plus calme parce qu'il n'y avait personne qui me connaissait. Le village était assez sympa. Et en Grèce, il a commencé à. Ah oui, en fait, voilà, je viens me souvenir, en fait, quand je raconte, je me souviens des trucs. Il m'a dit, tout au départ, qu'il doit l'argent à un de ses cousins. Parce qu'il a fait un accident en voiture. Maintenant, je sais que cet accident, c'était vrai, il a perdu énormément de l'argent parce qu'il était bourré, il y avait le tribunal, etc. Et son cousin, ils lui ont prêté l'argent pour qu'il puisse payer ce tribunal. Et c'était une de les raisons pour laquelle aussi il m'a demandé de commencer à travailler, parce qu'il a dit que son cousin il va les tuer s'il ne rembourse pas l'argent. Et même apparemment un soir il était allé chez son cousin, il y avait là où il gonflait, je ne sais pas s'il a demandé à un de ses amis de les frapper, parce qu'aujourd'hui avec le recul, je ne crois pas du tout à cette histoire. Mais j'avais pitié pour lui, pour qu'il ne le tue pas, c'était mon amoureux, etc. C'est une de les raisons pour laquelle aussi j'ai commencé à travailler. Bon, bref, je suis allée en Grèce. Elle a commencé à m'harceler tous les jours. En fait, des appels, il faudrait que je lui envoie chaque fois un message, même encore en Bulgarie. Quand je sors avec un client, quand je rentre avec un client, qu'est-ce que j'ai fait, combien d'argent j'ai gagné, tout. En fait, si je ne répondais pas à l'heure quand c'était terminé, c'était des appels. Après ça, c'était des frappes. Même si la client était prolonge, parfois tu n'as pas la possibilité d'aller chercher ton téléphone et dire la mec, écoute, je l'ai dit à la fin, bon, tu veux que je travaille ou tu veux que je fasse quoi, il faut que tu me dises tout, etc. En Grèce, il a commencé un harcèlement par téléphone tous les jours, de lui envoyer l'argent, parce qu'il y avait sa mère qui était malade, parce qu'il y avait son cousin qui lui harcelait, parce que son frère il avait des problèmes, parce que en fait tout l'argent il partait pour lui. Moi en Grèce j'avais peur, parce que lui il connaissait le patron. Et là je commençais, quand j'étais pas avec lui, je commençais avec le recul de me dire, écoute, il faut qu'on s'organise de faire quelque chose, Tania, parce que ça va pas le faire comme ça. Au moins de mettre l'argent sur le côté et voir. Mais j'avais peur que le patron il me connaisse, j'avais peur qu'il va lui dire combien je gagne. En fait, ni en Bulgarie, ni en Grèce, j'avais quelqu'un sur qui je pouvais compter de lui donner au moins une partie de ça, qu'est-ce que je gagne. Parce qu'à un moment donné, je commençais à me rendre compte, et je me dis non, ça ne va pas continuer comme ça. Et surtout dans le moment où je suis rentrée en Bulgarie, en fait, avant ça, j'ai appris que c'est la maîtresse de le patron qui était barmaid qui m'a dit qu'en fait j'étais vendue. Qu'en fait, je ne peux pas partir de la Grèce comme ça.
quand je veux, parce qu'ils ont payé un prix pour moi. Et si mes souvenirs ils étaient bons, c'était un prix autour de 3 000, 4 000 euros, quelque chose comme ça. Et je dois prester, entre guillemets, mon contrat. Il y a 13 ans à l'époque avant, déjà j'avais peur de la patronne, parce que j'étais dans un île dans laquelle tu ne peux pas sortir comme ça. Il y a les bateaux, mais pour que tu ailles dans le bateau, il faut attendre dans le bateau. Oh, l'avion, j'avais pas la possibilité de me cacher, je ne sais pas comment faire, j'avais pas de l'argent. Je dis, ok, on va travailler. Là, je lui appelle et je lui dis, tu m'as vendu, etc. Là, c'était la grosse bordel. Puis après ça, je suis rentrée en Bulgarie pour les fêtes. J'ai eu la possibilité de rentrer pour les fêtes, qui ont se transféré dans un cauchemar. Parce qu'il m'a frappé pour se défendre qu'il m'a vendu. Parce qu'il n'y avait pas des explications. Je me souviens, il m'a plaqué sur le lit à ses parents et a pris sa ceinture et il m'a frappé avec la ceinture. En fait, à chaque fois, quand je l'ai accusé de quelque chose, à chaque fois, il m'a frappé. Et là, je commençais tout petit à petit de monter ma dose, mais je dis, ok, on prendra du temps, on verra bien. Et j'avais personne à qui dire. Je dis, à mon père, je ne sais rien dire, parce que déjà, elle ne peut pas m'aider. Après 11 h du matin, on ne pouvait plus parler au téléphone parce qu'elle était bourrée. Mes amis et mon père, ils ont disparu depuis des années. Ma famille, elle est disparue. J'appelle un ami à mon père et je lui dis, quoi? Je suis victime d'un proxénète. Ok? Et j'avais peur de la juge, moi, qui va me dire comment tu as rentré là, comment... Tu étais très bien conscient de ça, qu'est-ce que tu fais? Va expliquer qu'ils ont une capacité de te rendre dans leur tunnel, dans leur truc, et de changer ton cerveau, qui entre le moment que tu commences à travailler, jusqu'au jour quand tu te rends compte que là, il y a un problème. Cette période-là, en fait, tu les assimiles pas, tu te rends pas de compte qu'est-ce qui se passe, jusqu'à un moment qui tu as un déclic d'une fois et tu te dis oh, qu'est-ce qui se passe, mais là c'est trop tard. Là c'est trop tard parce que tu es dans le chemin, parce que tu as peur, parce que tu vas te dire ok, on va retourner en Bulgarie et tu vas dire à tout le monde qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce qu'ils ont fait, le jugement de les gens, etc. Maintenant, avec le recul, j'ai un autre vue par rapport au métier. Je suis ici et je m'en fous complètement de le jugement de les personnes parce que c'est un métier comme tous les autres. Et j'apprécie énormément les filles qu'ils ont dans ce métier, mais bon, avant, ma point de vue n'était pas le tel. Et je suis rentrée de la Grèce la deuxième fois, la première fois. Et là, il a pris la décision parce qu'il ne pouvait pas avoir le contrôle quand j'étais pas là, en fait, quand il n'était pas là. Il voulait avoir le contrôle et fait un accord avec la patronne d'aller avec moi là, quand on était retourné après les fêtes. Et là, ça s'est transféré, la plus grosse cauchemar qui pouvait exister, dans le sens qu'il s'est mis avec un petit copain à Dubaï en Grèce, ils ont commencé à boire tous les soirs. Il prenait tout l'argent et il me faisait des cinémas parce que les clients venaient me chercher. Lui, il restait, il regardait. La cliente m'a donné un bisou, c'est normal quand tu dis bonjour à quelqu'un de lui donner un bisou. Moi, je devais faire semblant que je suis heureuse et que je suis la petite amie à la cliente parce qu'en Grèce, en fait, vu qu'il n'y avait pas autant de monde, autant de gens, tu devais faire semblant qu'il était sa petite copine pour qu'il puisse te prendre et qu'un jour, éventuellement, vous allez vous marier ou vous avez... Bon, bref, alors tu devais être un petit peu plus proche de ces gens-là, mais attention, toujours, j'ai gardé la protection, j'ai gardé ma propriété au niveau du travail. Et à chaque fois quand j'ai rentré après avoir sorti ou après la barre, il m'a frappé par jalousie, par tu l'aimes, t'as fait quoi avec lui, et tchic et tchac, des conneries. Et je ne vais jamais oublier ça. Je pense que c'était là que ça est venu de la déclic. Ouais, c'est le jour-là, la vraie déclic. On était mis la jambe bien sur le côté. Je me cassais le cul de travailler. Et un soir, il pétait les câbles. Il a pris tout l'argent. Et il allait les dépenser dans tous les bars qu'il y avait en Grèce.
dans le village. Je ne préfère pas dire le nom du village parce qu'aujourd'hui je suis très bonne amie avec le patron et tout. Il est dépensé dans tous les bars avec les autres filles. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il a fait. Il est venu rentrer dans le bar où j'étais. Je me souviens que je boivais parce que tu étais en consommation. Maman sortait aussi. Il faut savoir qu'en Grèce, la loi par rapport à sortir avec les clients, c'est... Si mes souvenirs étaient bons, c'est 20 ans pour la macro et 20 ans pour toi aussi. En fait, il n'y a pas un loi qui protège les filles même si elle est victime. Il est rentré dans le bar, moi j'étais juste à côté de la cliente. Il fumait un gros cigare. Il est passé derrière, parce qu'il y avait le couloir, il y avait les toilettes. Il est passé derrière moi, j'étais avec un robe. Il a éteint sa gros cigare dans ma cuisse. Dans ce moment-là, je me souviens maintenant, j'ai des frissons, j'ai senti la douleur. Je ne pouvais rien dire, parce que si je vais dire quoi que ce soit, on va se rendre compte qu'il y a quelque chose. Le patron, je pense qu'il était pris son flingue, qui était tiré sur nous deux et nous était enterré dans la île, parce qu'il n'y a rien à foutre. J'ai rien dit, mais je me dis là c'est bon. Là c'est bon. On a rentré. Il m'a frappé encore. Il s'est mis à boire, moi je me suis mis à boire aussi, j'ai bu beaucoup. Et je me souviens qu'il a commencé à m'insulter, de me traiter comme un pute, bazar, machin, histoire. Et là c'était la première fois. Parce que, voilà, ça qu'est-ce que je pense aussi, c'est que quand moi j'étais petite, j'étais un désastre en fait. Dans le sens que j'avais mon caractère, dans le sens que si quelqu'un touche à ma mère, j'étais capable de me battre. À l'école, je ne laissais aucun enfant. J'avais mon caractère, j'avais mes forces. Et là, je me laissais aller. Je tombais dans le truc. Et là, ce jour-là, le déclic est devenu. Et cette puissance que j'avais avant, elle est revenue aussi. Et là, je me souviens, on était en face à l'autre, et je lui ai écouté, que je suis un pute, que je suis un merde, que je suis ça. J'ai pris ma verre, ça c'était la première fois quand je sautais sur lui. J'étais dans sa tête. Là, je me dis, putain, soit il va me tuer, et je savais que ça va partir en couille. Excusez-moi pour la parole, mais c'était vraiment ça. Je dis, ok, je suis prête. Là, il n'a rien fait. Il m'a dit, tu lui fais un fois pas deux. Et là, j'avais l'impression que... Je commençais à avoir l'impression qu'en fait, c'est un chien qui aboie, mais il ne mord pas. Qu'en fait, il était fort. En fait, il faut savoir que lui n'était pas dans les gros réseaux de macro qui existent. Et lui était tout seul avec ses 2-3 potes, mais là, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un de petit. Et qui est... Peut-être c'est un chien qui aboie, mais de toute façon, ce jour-là, je dis, écoute, soit tu vas me tirer un balle, parce que je ne peux plus vivre comme ça, soit tu vas les tuer. Mais est-ce que ta vie, il mérite de te suicider, soit de les tirer dessus et d'aller en prison? Ah non, hein. Ta vie, elle vaut beaucoup mieux, plus que ça, Tania. Alors de là, je me dis, on va trouver des solutions. Lui voulait toujours venir en Belgique. On voulait toujours venir en Belgique. Parce que ses potes, ils avaient des filles dans les vitrines, alors ils gagnaient énormément d'argent. Moi, je ne voulais pas venir en Belgique parce que j'avais marre de changer les pays, parce que j'avais marre d'aller à gauche, à droite, parce que j'avais marre de travailler pour acheter des billets d'avion, etc. Mais je ne sais pas pourquoi, là, je lui ai dit, ok, on va aller en Belgique. Mais le problème, c'est qu'il lui avait... Non, pas mon problème, c'était son problème à lui, et ça tombait bien pour moi. C'est qu'il lui avait énormément de peur de la police en Belgique, parce qu'il a attendu que la police ici ne rigole pas avec les macros. On est venu ici. Là, j'ai rencontré... Là, on a fait la première tour. J'ai fait la première tour dans les vitrines pour trouver du travail. Et là, une fille m'a appelé, c'était un Bulgare.
On a fait la connaissance, on a commencé à travailler ensemble, elle m'a donné un gros coup de main à cette époque-là. Et là, je lui ai dit, écoute, il y a la police, ils font des contrôles, je veux pas que qu'il t'arrive quelque chose, je veux pas que tu ailles en prison, ici c'est surveillé, on peut pas se balader tout le temps ensemble. Il y avait peur de ne pas aller en prison. Je lui ai dit, pourquoi tu ne retournes pas en Bulgarie? De toute façon, tu seras mieux là-bas avec ta famille, etc. Moi, je vais t'envoyer l'argent et comme ça, au moins, je ne sais pas comment j'ai réussi, en fait, de les convaincre de retourner en Bulgarie. Je dis, on verra par après, peut-être tu reviendras, on va voir. Il a dit, ok. Je me souviens qu'il est parti en bus, derrière la gare du Nord. Le jour quand il est monté dans le bus, j'avais tout mon haine, tout mon rage qui est sorti. Je dis, c'est la fin. Je dis, c'est la fin. J'ai attendu encore 2-3 jours, c'était son anniversaire, le 25 mars. Je dis, je vais te faire un cadeau pour ton anniversaire. Mais mon téléphone, je lui ai dit, je te prépare un très bon cadeau. Ah, c'est quoi? Comment? C'est quoi? Et je dis, tu verras bien. Ça sera un cadeau spécial. Et là, je me dis, écoute, Tania, n'importe ce qui arrive, tu es prête. Je vais aller chez ma mère, si ça doit se passer, ça doit se passer. Mais je ne peux plus continuer à vivre comme ça. J'ai fait connaissance avec la police fédérale à Bruxelles et j'ai été allé déposer une plainte contre lui pour avoir un tâche et surtout préserver ma famille en Bulgarie si ça lui arrive quoi que ce soit. Je suis sortie de là, je lui ai appelé, je lui ai dit, écoute, c'est fini. C'est fini. Comment ça, je vais te tuer, salope, sale pute, tatata. J'écoute, moi, c'est très simple. Tu viens ici, tu iras en tôle. Il y a une plainte qui est déjà posée. Tu vas aller à la maison chez ma mère. S'il y a un paire de cheveux qui va tomber de sa tête, je te tue. Je te tue. Et je suis prête de donner mon cul à la diable et faire l'impossible possible, mais je te tue. Je dis, vas-y. Je dis, c'est fini. 5 jours de menaces. Et puis plus rien. Mais progressivement, il a trouvé peut-être sa prochaine victime, etc. Moi, de là, je me dis, ok, on reste en Belgique. En Bulgarie, c'était pas possible de retourner parce que c'était non. Ça faisait 3 ans que je n'étais pas retournée, 4 ans, et même quand j'ai retourné une fois, c'était vraiment incognito pour que personne ne me voie. De là, je dis, ok, on va continuer encore un petit peu ce chemin. De toute façon, on y est, mais on va le faire pour nous, pour moi. Je voulais toujours faire soit l'académie de police, soit la loi. Mais en Bulgarie, ce n'était pas possible parce qu'avec la corruption, tu dois être la fille à la policière ou la commissaire pour que tu puisses rentrer dans l'académie. Je voulais tenter le coup à l'académie de police ici, mais j'étais pas belge, alors c'était niet. J'ai fait la candidature dans l'armée belge. Je ne sais pas si c'était à cause de l'AFP qu'ils ont vu mon parcours en Belgique, vu que j'avais déjà quelques contrôles, il y avait des traces dans la police, plus mon plainte. Je ne sais pas si c'est pas ça la raison. Normalement, ils ont dit que médicalement, avec ma addiction, vu que quand j'étais en secondaire, j'écoutais la musique pour ne pas attendre ça, qu'est-ce qui s'est passé avec ma mère en bas. Ma audition était très basse, alors ça ne correspondait pas à la truc de l'armée.
Je me dis, ok Tania, qu'est-ce qu'on fait? Parce que je savais bien que je ne veux pas continuer ce métier toute ma vie. Je voulais faire quelque chose. Alors je me dis, ok, tu fais du sport depuis tout petit, pourquoi pas essayer avec le sport? Alors je travaillais encore à un certain moment dans... Là, je commençais à travailler dans l'ASM. Je suis spécialisée dans l'ASM, mais il faut savoir qu'avant, dans l'époque, l'ASM c'était un art. Un art, et tu étais respecté par la client et les gens qui y venaient. Aujourd'hui, ce n'est plus ça, parce que beaucoup de filles se trompent que l'ASM, c'est la même manière sur laquelle tu dois travailler comme le travail normal. Alors, disons qu'ils ont cassé un petit peu la beauté de ça, qu'est-ce qu'il y avait, aussi les prix, parce que l'ASM, quand même, avant, ça me permettait de gagner de l'argent. Et c'est grâce à ça que j'ai payé ma première formation pour devenir coach sportif. Et j'ai commencé à travailler dans les premières salles. Maintenant, il faut savoir aussi que je devais faire mes papiers parce que la police est venue contrôler 2 fois et on risquait de se faire expulser. Alors, je vais aussi de me mettre indépendante et faire mes papiers. Et comme ça, petit à petit, j'ai arrêté de travailler. Et là, j'ai rencontré mon ex-mari, qui est un policier à la police du Scarbeck. Et on a resté 7 ans ensemble. Et j'ai refait complètement ma vie aujourd'hui. En fait, si tu veux mon avis, vraiment, aujourd'hui, avec le recul, je me dis comment c'était possible. Il y avait l'amour. Ok, il y avait la peur, ok, en fait l'amour elle se transforme en peur, tu commences, tu crois, parfois même tu crois les paroles que voilà, parce que déjà quand on m'a frappé la première fois, je me dis que c'est là que je devais partir, pourquoi tu es resté? Je pense que c'est vraiment un tunnel dans lequel tu es absorbé, jusqu'au jour que tu n'as pas cette déclic. C'est un tout de tout. L'envie de gagner l'argent et de croire que ça va aller, dans le même temps tu vois que c'est lui qui tire tout l'argent, toi tu n'en as rien. Tu te dis que peut-être il changera. D'un côté tu es amoureuse, l'amour elle commence à se transformer en haine, mais tu ne peux pas réagir directement et surtout le problème c'est quand tu n'as personne derrière. Quand dans certains pays comme la Bulgarie, comme la Grèce, comme je suppose la Roumanie, l'Albanie, etc., tu n'as pas la possibilité, comme par exemple en Belgique, d'avoir un aide. Et tu es toute seule tu peux faire quoi? À part mettre l'argent sur le côté si c'est possible et te barrer. Mais donc, attention qu'il y a certaines filles qui ne se rendent pas de compte du tout. Elles ne sortent pas de cette tunnel. Parce que moi j'ai déjà attendu, s'il ne me frappe pas, ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Je ne juge personne, mais il y a des filles qui ont accepté de vivre comme ça, ils vivent comme ça. Attention, il y a des filles qui peut-être ils préfèrent vivre ça que de rester dans les pays pauvres qui n'ont rien. Je ne juge absolument personne, mais je pense que chaque fille doit le faire pour elle-même. Et aussi passer un message aux filles qu'il y a des solutions, qu'il y a des possibilités, s'en sortir, démontrer à les gens comme moi j'étais tout au début et à toute la population que la prostitution ce n'est pas ça qu'est-ce qu'ils croient. Que c'est un métier qui cache énormément de choses derrière, psychologiques, souffrances, des moments dans lesquels tu as envie de prendre la flingue et de tirer un balle, parfois. Et chacun est libre de faire ça qu'est-ce qu'il veut. Si une fille a envie de travailler ce métier, je ne pense pas qu'elle doit avoir la gêne de dire « oui, moi je suis un prostituée ». Mais au moins mon message, ça qu'est-ce que j'ai envie de transférer, c'est faites-le pour vous-même. Faites-le pour vous-même. C'est un métier qui psychologiquement elle est tellement difficile, qui est fais-le pour toi-même. Et surtout, aussi le message que je veux traverser, c'est qu'est-ce que tu vas faire après avoir fait ce métier? Parce que j'ai eu des copines qui
Ça lui intéressait les marques de vêtements, ça lui intéressait de se faire des voyages, ça lui intéressait... Et aujourd'hui, tu as quoi? Si tu lui fais, fais-le au moins pour que tu puisses faire un business, pour que tu puisses t'en sortir, pour que tu puisses avoir envie après. Mais je ne pense pas qu'on doit avoir la gêne de dire oui. On était là, on était victime des macros, et aujourd'hui on s'en sortit. J'ai vu libérer ça, qu'est-ce que je tiens là? De un, par rapport à moi-même, parce que je n'ai marre de cacher, de mentir, de dire oui, j'étais en vrai, j'ai travaillé ça. Je n'ai marre. Je me dis basta. La vérité, elle est la tienne. C'est comme ça.